Non seulement les mères dissimulent la vérité, mais les pères refusent aussi d'admettre la réalité. Si j'accuse la mère en présence de son mari, il risque d'être encore plus furieux et plus violent qu'elle. Il menacera de me dénoncer, de porter plainte et pourra même me frapper, tellement la vérité lui paraît incroyable. Il ne veut pas imaginer que sa femme puisse avoir ce comportement. Arizona, près de Phoenix. Un père essaie péniblement de se reconstruire. David a 45 ans, il travaille pour l'armée de l'air américaine. Il a toujours pris son rôle de père très au sérieux. Pourtant, durant des années, il ne s'est pas douté que sa femme maltraitait leurs enfants et il a le sentiment de les avoir laissés tomber. Je me sens terriblement coupable. J'ai horreur d'entendre les gens dire que j'ai été un père exemplaire. Je supporte pas d'entendre ça. Ce n'est pas vrai. Si j'avais vraiment été un bon père, j'aurais vu ce qui se passait chez moi. Et j'aurais fait quelque chose. Le drame de cette famille commence en 1989, juste après la naissance du deuxième enfant, Aaron. La mère Cynthia est infirmière. Elle démissionne pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Mais subitement, Aaron souffre d'insuffisance respiratoire et les médecins ne comprennent pas pourquoi. Les médecins avaient diagnostiqué une quelconque maladie neurologique dégénérescente parce qu'il allait de plus en plus mal. Il s'affaiblissait. Il a eu besoin d'assistance respiratoire et de perfusion pour prendre du poids tellement il était maigre. Et puis il est mort. Il a eu un arrêt cardiaque. Il était alors à la maison, seul avec mon ex-femme. Après la mort d'Aaron, Cynthia sombre dans la dépression. Elle convainc alors son mari d'adopter un enfant malade, puis très vite retombe enceinte. Mais la série noire recommence. Le petit frère adopté meurt et Daniel, le nouveau-né, commence à montrer des signes de faiblesse. De nouveau, on diagnostique des problèmes respiratoires. À l'hôpital, Cynthia est en permanence avec lui. Je trouvais ça bien qu'elle soit avec lui, cela le rassurait. Il avait besoin de sa mère. Je travaillais et m'occupais de mon fils aîné. Je l'accompagnais à l'école et en fin de journée, nous passions les voir. Parfois, je voulais emmener ma femme au restaurant, mais elle refusait de quitter l'hôpital. Elle n'acceptait même pas que je la remplace au chevet de Daniel. Elle passait tout son temps là-bas. La mère, seule avec son fils, répète les mêmes gestes de torture, les mêmes que ceux exercés sur ses autres enfants. Cette nuit-là, Daniel a eu un arrêt cardiaque, exactement comme son frère Aaron. On l'a transporté aux soins intensifs, son cerveau grossissait. Il se tétanisait et ses yeux se révulsaient. C'est horrible de voir son propre enfant dans un tel état. Vraiment très pénible. Le cerveau de l'enfant est sérieusement endommagé, mais personne ne suspecte la mère. Le père est loin d'imaginer ce qui se passe réellement. C'était ma femme depuis 10 ans. J'avais confiance en elle. 3 décès dans la même famille. Les médecins s'interrogent en vain. Ils finissent alors par placer une caméra cachée dans la chambre du 4e enfant malade, seul survivant de la fratrie. La vérité éclate alors. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit Cynthia souffler dans le tube respiratoire de son fils. Ce geste bloque sa respiration, le bébé suffoque, mais sera sauvé à temps. Malgré la preuve de sa culpabilité, Cynthia nie inlassablement les faits lors de son procès. Elle est condamnée à 32 ans de prison pour ses 3 infanticides. Les enfants ont terriblement souffert. Et le pire, c'est que celle qui les a fait souffrir, c'est celle en qui ils avaient le plus confiance, leur propre mère. Il n'y a rien de plus criminel au monde.
Découvert il y a à peine plus de 20 ans, le syndrome de Munchausen par procuration est une maladie rare, souvent tardivement diagnostiquée. Aux États-Unis, on forme le corps médical à la détection de cette pathologie. Des infirmières et des policiers sont aussi alertés. Ils découvrent, avec effarement, cette maladie encore mal connue. L'éloignement de la mère est aujourd'hui le seul moyen de protéger ses enfants en danger. Ces mères sont jugées responsables de leurs actes et purgent une longue peine de prison pour infanticide. Philippe Nuss, bonsoir. Bonsoir. Vous avez regardé avec nous ce sujet. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On est dans une émission qui s'appelle Bonne ou mauvaise mère. Ce qui est incroyable et terrible dans cette affaire, dans ce syndrome de Munchausen par procuration, c'est qu'en fait, ces mères veulent avant tout, aux yeux des autres, passer pour des mères admirables. Disons que une des explications qu'on a du fait que ces mamans maltraitent leur enfant, c'est qu'elles le font en partie pour acquérir un statut aux yeux de leur entourage et aux yeux des médecins. Et asseoir leur statut de mère méritante, de mère oui, disons, prête à tous les sacrifices. Je ne suis pas sûr que ce soit l'exemplarité de leur rôle de mère qui soit en cause, c'est sinon le fait d'être signalé et d'être reconnu. Et je pense qu'il y a l'admiration qu'elle suscite, c'est pas forcément ce qu'elle cherche. Elle cherche avant tout avoir un statut qui n'est jamais remis en question. Sans doute parce qu'elles ont elles-mêmes des doutes identitaires forts. D'être indispensables aux côtés de leurs enfants. Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas dire pour autant que c'est un syndrome lié au sentiment maternel. Je ne pense pas. Le sentiment maternel, c'est extrêmement multiple. Hein. Disons que certaines mamans, en difficulté, très certainement, bien qu'on ne se connaisse pas très bien l'origine de ce trouble, présentent vis-à-vis de leur enfant une attitude dite instrumentale. C'est-à-dire que leur enfant est un instrument au service d'une cause qui leur est propre, celle d'apparaître aux yeux des autres, et celle aussi de disqualifier le pouvoir médical, à la fois avec un tutoiement de ce pouvoir, c'est-à-dire elles en connaissent autant que le médecin, et en même temps, elles montrent à quel point, quelque part, les médecins n'arriveront jamais. Alors vous avez donc rencontré des mères au cours de votre carrière, des mères qui avaient ce syndrome? Tout à fait. Enfin, il se trouve que dans les urgences, notamment, c'est là où on les voit le plus, ou dans les services de pédiatrie. Donc ce que j'ai rencontré, c'est des mamans qui utilisaient leur enfant pour effectivement venir souvent à l'hôpital. Alors il y a plusieurs registres. Il y a le registre très classique du Munchausen, où les mamans donc, font en sorte que leur enfant présente des symptômes qui vont inquiéter, soit des symptômes qui ne blessent pas l'enfant. Par exemple, elles mettent du sang dans les urines. Elles vont donner des médicaments qui vont modifier la crase sanguine, c'est-à-dire la fluidité du sang. Et ce qui fait que quand on va faire un dosage, on va dire mais cet enfant a du sang dans les urines, donc c'est grave. Ou il a une anomalie de la formule sanguine, donc c'est grave. Et donc, elle ne crée pas de maladie chez l'enfant, mais elle crée des symptômes qui font qu'à ce moment-là, on va s'inquiéter et on va pousser des explorations. L'enfant est hospitalisé. Dans d'autres cas, ces mamans vont elles-mêmes, effectivement, provoquer des maladies, des infections, des blessures, on l'a vu ici. Et donc là, effectivement, l'enfant est franchement malade. Alors quel est le rôle du psychiatre à ce moment-là? Comment vous avez fait face à ces cas? Moi, en fait, je ne les ai pas vus directement. C'est mes collègues somaticiens qui m'ont appelé et m'ont dit « Écoute, cette maman est inquiétante, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, est-ce que tu ne voudrais pas la voir ?» Et c'est à ce moment-là qu'on a fait une enquête avec des collègues et on s'est rendu compte qu'elle fréquentait les urgences environnantes de plusieurs hôpitaux. Ah, c'est ça, elle pratique le nomadisme médical. Voilà, souvent. Souvent. Et c'est des mamans qui échappent d'ailleurs. Quand leur enfant est hospitalisé et qu'à un moment donné, on risque de découvrir le poteau rose, elles s'en vont, elles sortent contre avis médical. Alors pour cette mère dont vous nous parliez, qu'avez-vous fait? Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aidée dans une certaine mesure. Elle est en difficulté avec son enfant et on a exigé d'elle qu'il y ait une assistante maternelle qui vienne à domicile afin de surveiller les choses. Et donc, vous savez que le secret médical est levé lorsqu'il s'agit de sévices à enfants. Et donc, j'ai donc levé ce secret médical du soupçon qu'on avait tous sur ce cas. Et c'est un cas qui s'est bien passé dans le fond, puisque la maman a accepté que quelqu'un vienne à domicile. Globalement, il faut concevoir le Munchausen comme un trouble dans lequel les mamans n'ont pas intérêt à ce que leur enfant meure. Et dans certains cas, effectivement, comme on le voit dans le film de tout à l'heure, on se rend compte que la maman le dit d'ailleurs, je suis restée un peu trop longtemps. Donc là, effectivement, la mort peut être induite. Ce sont, encore une fois, des choses, des cas que vous avez rencontrés quelques fois seulement au cours de votre carrière. Tout à fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est-à-dire c'est quelques cas par an en France, par exemple? Oui, je pense qu'il y en a peut-être plus que quelques. Enfin, il y en a peut-être, je sais pas, une trentaine. Une trentaine. Ouais, enfin, je dis ça complètement. Il n'y a aucune statistique, hein, c'est ça le problème. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est extrêmement rare. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission qui est maintenant terminée. Merci à